Alors, ce soir, je vais vous parler de la représentation des conflits et du regard que je peux porter sur ces questions en tant qu'artiste. Pour commencer, je voudrais commencer avec un projet que j'ai réalisé en Ukraine en février 2014 pendant la Révolution. Donc au début, quand les événements ont commencé, j'étais à Paris. Et puis quand j'ai vu que le gouvernement commençait à tirer sur les manifestants, comme tout le monde, j'ai été choqué. Donc j'ai commencé à faire pas mal de recherches sur Internet pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Et puis je me suis aperçu qu'entre les médias pro-russes et les médias pro-occidentaux, il y avait des analyses totalement divergentes. Du coup, j'ai décidé d'aller là-bas, de voir véritablement ce qui se passait, et éventuellement d'en témoigner. Et en fait, je suis arrivé le jour précisément où Yanukovych a fui. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus de président, plus de gouvernement, plus de police. Le pays était entièrement sous le contrôle de la population. Et c'est ce moment de latence où vraiment tout paraissait possible que j'ai voulu capturer à travers 100 portraits de ces manifestants. Et avant de les prendre en photo, je leur ai donné un questionnaire où je leur demandais « Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ?» Donc l'idée du portrait est là pour capturer l'individu, l'intensité du regard de chacun de ces manifestants, le questionnaire pour capturer leurs craintes, leurs espoirs. Et puis, avec ces 100 portraits, j'ai décidé de faire un livre. Un livre que j'ai fait imprimer sur du papier journal, l'idée étant de faire référence aux médias, si ce n'est que là, c'est directement ces manifestants qui ont la parole. Et avec mon éditeur, on a décidé de transformer ce livre en exposition. C'est-à-dire qu'on peut facilement retirer les pages du livre et ensuite les coller sur les murs pour que chacun puisse faire sa propre exposition du projet. Et 6 mois après la Révolution, je suis retourné en Ukraine, cette fois-ci dans la partie Est, dans le Donbass, dans la région de Donetsk, et j'ai été coller ces portraits, ces questionnaires, de manière à ce que les gens qui sont sous influence de la propagande russe voient véritablement qui étaient les personnes de Maïdan. Si j'ai décidé de commencer avec ce projet, c'est parce que malgré l'aspect très brut, c'est-à-dire portrait, questionnaire, ce projet, c'est des mises en scène, comme vous pouvez voir. Et en fin de compte, la mise en scène, c'est un tabou dans la photographie de guerre. Quand on pense mise en scène, on pense manipulation, trucage, mensonge. Or, avec ce projet, je pense que je dis plus de choses sur ce qu'était Maïdan qu'une série de photographies avec des gens sur les barricades, un cocktail Molotov à la main ou des pneus en train de brûler. Et d'ailleurs, Delacroix disait assez justement à ce propos, « L'exactitude ne fait pas la vérité ». Et on va voir que dès les débuts de la photographie de guerre, les photographes ne vont pas hésiter à transformer l'image, à la manipuler pour donner à voir l'image qu'eux avaient en tête. Donc là, vous avez une photographie de la guerre de Crimée, 1853, et vous voyez ici cette partie qui a été en partie changée. Et puis, un peu plus tard, on va passer à une photographie de Brady, pendant la guerre de sécession. Donc Brady, en fin de compte, photographiait beaucoup de cadavres après les batailles. Et il ne va pas hésiter à déplacer ces cadavres pour construire une image extrêmement picturale, comme vous pouvez voir. Ici, on voit vraiment cette référence à la peinture. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'images de guerre qui sont devenues des icônes. Quand je dis des icônes, c'est-à-dire qu'à elles seules, elles deviennent la représentation de ce conflit. Et il y a énormément de ces images qui sont des mises en scène, ou du moins qui sont suspectées des mises en scène. Quand je dis suspectées, je pense à cette fameuse photo de Robert Capa, du soldat fauché par la balle, ou alors d'autres qui sont clairement des mises en scène, comme le drapeau américain sur la colline après la bataille d'Iwo Jima, ou alors le drapeau soviétique sur le Reichstag. Et puis, même plus proche de nous, quelles sont les images les plus connues du grand public
de la guerre en Irak. Ça va être la chute de la statue de Saddam Hussein, qui est une mise en scène qui a été orchestrée par l'armée américaine. Ça va être ces images absolument horribles de la prison d'Abu Ghraib, où là encore, on est dans des mises en scène. Et puis, ces images de la capture de Saddam Hussein, avec un Saddam Hussein chevelu, barbu, et un type qui regarde sa bouche. Et en fin de compte, dans ces images, donc, on est dans de la mise en scène. Et donc, il y a véritablement un questionnement ici qui m'intéresse sur le réel, sur la construction de l'image de guerre, la théâtralisation du conflit. Et ça nous amène à un projet que j'ai réalisé en Irak en 2011 et 2012, qui s'appelle Théâtre de guerre, où j'ai travaillé avec de vrais combattants sur de vraies zones de guerre. Donc ici, on est avec un groupe de guérillas kurdes. Et j'ai invité ces combattants à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peintures classiques. Oups, voilà. Et en fin de compte, l'idée de reprendre des mises en scène de peinture classique, c'était parce que dans la gestuelle de la peinture, l'attitude est beaucoup plus maniérée. Et donc du coup, c'est ce côté très maniéré qu'on va avoir dans ces photographies qui vont trahir le dispositif de mise en scène. Du coup, lorsque le spectateur se retrouve face à l'image, il va se dire « mais il y a un truc de faux dans cette image ». Et puis il va regarder le cartel, il va voir qu'on est avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre. Mais alors du coup, quelle est la part du réel? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ces images? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment ce doute entre réel et fiction. Et d'ailleurs, sur ce questionnement entre réel et fiction, j'ai essayé d'en aborder, on va dire, une autre approche. Une confusion qu'il peut avoir entre réel et fiction, entre la fiction du jeu vidéo et le réel de la guerre. Je me suis beaucoup intéressé à comment est-ce qu'on va passer de ce jeu, le jeu vidéo, à la guerre. Lorsque j'étais en Colombie, en 2006, j'étais à 50 km après la ligne de front, dans un village qui était contrôlé par la guérilla des FARC. Et dans ce village, je suis tombé sur des gamins qui avaient 12-13 ans et qui étaient en train de jouer à un jeu vidéo du type Counter-Strike. Donc vous voyez ces jeux vidéo en caméra subjective, ce qu'on appelle First Personal Shooter, où vous tenez une arme comme ça et vous êtes dans la peau d'un combattant. Et depuis ce village, on entendait régulièrement des tirs, parfois des explosions. Et donc ces gamins, ils étaient au cœur du conflit et pourtant leur première perception du combat aura été à travers le jeu vidéo. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et donc j'ai décidé de me pencher un peu plus sur le sujet. Et je me suis aperçu que pas mal de forces armées développaient leurs propres jeux vidéo. Alors vous avez un jeu vidéo ici développé par l'armée américaine. Régulièrement, vous avez des liens sur le site goarmy.com, le site de recrutement de l'armée américaine. Et puis, il y a également des groupes de guérillas qui développent leurs propres jeux vidéo. Alors, il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le jeu vidéo qui a été développé par le Hezbollah sur la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Et vous êtes dans la peau d'un combattant, vous jouez des événements qui sont véritablement déroulés. Et puis, après chaque niveau, vous avez des images d'archives qui ont été filmées par les combattants à ce moment-là, qui vous montrent comment s'est véritablement déroulé le jeu que vous venez de faire. À quel moment vous sortez de la fiction du jeu pour rentrer dans le réel de l'archive. Et puis après, vous avez les simulateurs utilisés par les forces armées pour s'entraîner, où donc là, ils mettent des capteurs sur leurs armes, les vraies armes, ils vont tirer sur un écran. Et puis après, vous vous retrouvez sur la zone de guerre. Alors là, par exemple, vous êtes en Syrie, donc c'est un véhicule qui a été développé par les rebelles. Et donc c'est un véhicule qui est équipé de 3 caméras à l'avant, une caméra sur la mitrailleuse. Et donc voilà le poste de contrôle de la mitrailleuse. Donc vous pouvez actionner la mitrailleuse et tirer avec une manette de PlayStation. Et puis, enfin, vous avez les drones. Et donc, on a des pilotes de drones qui sont dans des zones sécurisées, qui vont aller bombarder
en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, etc. Et en fin de compte, ici, le réel prend toutes les formes de la fiction, toutes les formes du jeu. Pourtant, on est bien dans du réel. Et d'ailleurs, il y a certains pilotes de drones qui n'ont jamais quitté les États-Unis, qui se retrouvent avec des traumatismes post-conflit. Donc sur cette question des relations entre jeux vidéo et zones de guerre, je vais vous présenter une vidéo que j'ai réalisée en 2007. Et dans cette vidéo, c'est une installation vidéo, on a un couloir assez étroit avec la vidéo qui est projetée au fond. Dans cette vidéo, tout est réel. Lorsque le spectateur va rentrer dans l'installation, il sait que tout est réel. On est avec une vraie personne, une vraie arme, dans des vrais souterrains. Et en fin de compte, le spectateur va rapidement s'identifier au personnage et il va attendre le moment où un ennemi va surgir et il va avoir le shoot. Sauf que dans cette vidéo, il y a une tension permanente, mais il ne se passe rien. Il n'y a aucun shoot. Et en fait, généralement, au bout de 10, 15, 20 minutes, pour les plus persistants, le regardeur repart, frustré de ne pas avoir vu le shoot. Et en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est cette frustration. De voir à quel point la fiction interfère sur notre appréhension des choses, qu'en fin de compte, face au réel, ce qu'on attend, c'est la fiction. Et puis cette vidéo prend une autre dimension aujourd'hui, puisque lorsque je l'ai réalisée en 2007, je l'ai filmée avec un téléphone portable, pour renforcer l'idée du réel. Et en fin de compte, ça va préfigurer ce qu'on va voir arriver quelques années plus tard, à partir de 2010, qui est l'utilisation des téléphones portables par les combattants qui vont eux-mêmes produire l'image du conflit. Or, ce phénomène-là pose de vraies questions. Les médias attendent du conflit, les représentations qu'ils attendent du conflit, ça va être l'action, l'événement. Or, à partir du moment où les combattants produisent de l'image, les combattants seront toujours beaucoup plus proches de l'action que les reporters, puisque les combattants sont eux-mêmes acteurs de l'événement, alors que les reporters en sont que témoins. Et il y a une image extrêmement symptomatique de ce phénomène-là. C'est la première image qui a été diffusée dans les médias de la capture de Kadhafi. Cette image, elle a été faite par un photographe de l'AFP, Philippe Desmazes, et en fait, il a photographié l'écran du téléphone portable d'un combattant, tout simplement parce que il n'y avait pas de reporter à ce moment-là, mais par contre, les combattants étaient là. Et cette question de qui produit l'image aujourd'hui, on va y venir avec un autre projet que j'ai réalisé, un projet vidéo, là encore. Ce projet, c'est 24 heures de la vie d'un combattant rebelle en Syrie. C'est un projet que j'ai fait en août 2012. Donc, c'est avec l'armée syrienne libre dans la région d'Alep et d'Idlib. Et en fait, ici, j'ai fixé une caméra sur le torse du combattant. Ici, c'est pas moi qui produis l'image. Ici, c'est le combattant qui produit cette image. Et puis, d'autres questions que j'ai voulu soulever à travers ce projet, c'est la question de la représentation qu'on peut avoir du conflit dans nos sociétés occidentales. En effet, si on regarde dans nos sociétés occidentales, le conflit est extrêmement présent. Que ça soit à travers les médias, où on a une image qui est basée essentiellement sur l'événement, le tir, l'explosion, le corps sans vie. Que ça soit dans les films, où sur 1h30 de film, vous allez avoir 1 heure de combat, 1 demi-heure de scène d'amour. Et puis après, vous avez les jeux vidéo, où là, on tire sans arrêt. Et donc on s'aperçoit que le conflit est extrêmement présent dans nos sociétés, et l'image qu'on en a est extrêmement fantasmée. Et dans ce projet, donc, c'est un plan séquence de 24 heures qui est diffusé après en temps réel, c'est-à-dire que lorsque le regardeur vient à 9h du matin, il est 9h du matin pour le combattant. Lorsqu'il vient à 2h l'après-midi, il est 2h l'après-midi pour le combattant. Donc on vit véritablement la vie de ce combattant en temps réel.
Et en fin de compte, la réalité du conflit, c'est quoi? C'est avant tout l'attente. On attend, on attend. En fin de compte, cette vidéo montre justement cette attente, avec une tension permanente, puisqu'on ne sait jamais si on sera encore vivant à la fin de la journée. Et donc cette vidéo est très souvent extrêmement ennuyeuse. Alors parfois on voit le combattant qui se promène en mobilette, parfois il dort, alors on voit le plafond pendant 1 heure, puis après il se retourne, il est sur le ventre, on l'entend ronfler pendant 20 minutes. Après, il regarde un sitcom égyptien à la télé, il fait des blagues avec ses amis, il nettoie son arme pendant plus de 2 heures. Donc voilà, on voit vraiment cette réalité du conflit en dehors de tout fantasme. Et puis, face à ces différents phénomènes que j'ai abordés, la question du fait que les combattants produisent eux-mêmes de l'image, face au fait que les médias veulent des images de plus en plus fraîches, ils veulent de l'instantané, et puis face au fait que les reporters, aujourd'hui, sont devenus de véritables cibles. C'est presque plus dangereux sur une zone de guerre d'être un reporter que d'être un combattant. Et donc face à ces différents phénomènes, on peut se demander si l'avenir de la représentation des conflits, aussi terrible soit-il, ça ne va pas être une sorte de télé-réalité de la guerre qui serait filmée par des drones, où en fin de compte, on pourrait vivre une sorte de guerre derrière notre écran, à travers un peu la peau du combattant en live. Une sorte de guerre par procuration. Et pour finir, j'aimerais aborder une dernière question autour de la représentation des conflits. Une représentation qui n'est pas basée sur l'instantané, mais qui s'inscrit dans la mémoire. Cette représentation, je voudrais vous en parler à travers un projet que j'ai réalisé en Irak, que j'ai réalisé en 2010. Et en fait, à ce moment-là, donc, j'étais logé sur le campus de l'université de Salahadin. Et quelques jours après mon arrivée, un des étudiants a été kidnappé juste devant l'université. J'étais le seul occidental dans l'université à ce moment-là. Et donc, du coup, il y a pas mal de ses amis qui sont venus me voir, qui m'ont pris à témoin, et qui m'ont dit, oui, regarde Sardash. Donc Sardash, c'est le nom de cet étudiant qui a été kidnappé, c'est lui que vous voyez ici. Regarde, Sardash écrivait pas mal d'articles où il dénonçait la corruption et la cooptation dans le pouvoir local, et du coup, ils l'ont kidnappé. Ils m'ont montré notamment le dernier article qu'il a écrit, qui s'appelle « J'entends sonner les cloches de ma mort ». Dans cet article, il explique qu'il a reçu des menaces de mort, que s'il continue d'écrire, il sera exécuté. Et il explique qu'il ne va pas fuir, il va rester, et qu'il est prêt à mourir, et qu'il espère que sa mort aidera à défendre ses idées. Et quelques jours plus tard, effectivement, on a retrouvé son corps. Il avait été exécuté. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage. Et pour lui rendre hommage, en fait, donc j'ai pas mal travaillé avec ses amis, avec sa famille, qui m'ont donné une photo de lui. Donc c'est cette photo que vous voyez là. Et puis je suis rentré en France avec cette photo. J'en ai fait des tirages papier salé. Donc le papier salé, c'est une vieille technique du 19e siècle. Des tirages que je n'ai pas fixés, que j'ai enfermés dans une boîte noire. Et 1 an après sa mort, je suis retourné en Irak. Et pour le premier anniversaire donc, de cette mort, j'ai été très tôt le matin dans les rues, quand il faisait encore nuit, coller son portrait, de manière à ce que quand les gens sont sortis, ils tombent nez à nez avec son portrait, avec ce portrait de Sardash. Et puis, quand le soleil a commencé à se lever, progressivement, le portrait s'est mis à disparaître pour laisser place à un rectangle noir. Je vous remercie de votre attention.